Bonjour, Eric Solari, je suis le vice-président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Le cancer est un domaine dans lequel on assiste aujourd'hui à de nombreux changements, d'abord en thérapeutique avec beaucoup de nouvelles molécules, mais aussi des changements conceptuels très profonds. Ce sont ces changements que j'évoquerai dans cette conférence en les replaçant dans une perspective historique et en essayant d'identifier quelle sera la prochaine découverte de rupture qui nous fera progresser dans ce domaine. Et donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Eric Solari. Vous êtes hématologue, vous êtes professeur émérite d'hématologie à la faculté de médecine de Paris-Saclay, vice-président du conseil d'administration de la Fondation ARC. Vous avez été directeur de recherche de l'Institut Gustave-Roussy de 2011 à 2020. Vous êtes l'auteur de plus de 350 publications dans des revues internationales scientifiques. Et vous avez aussi reçu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix Raymond Rosen de la Fondation pour la recherche médicale, et c'était en 2018. Moi, je n'ai pas de cancer, je n'en aurai jamais et je suis contre. C'est ainsi que parlait du cancer Pierre Desproges, montrant ainsi combien le cancer nous concerne tous, directement, indirectement, et combien il habite nos récits, nos peurs, nos histoires. Ce soir, nous allons explorer les avancées majeures de la recherche en cancérologie et les défis qui restent à relever. Depuis le milieu du XIXe siècle, la médecine tente de soigner le cancer, évoluant au rythme de découverte de rupture tous les 50 ans, chacune portée par une nouvelle technologie, avec pour dernière révolution depuis le début du XXIe siècle les progrès en biologie cellulaire et moléculaire qui ont permis l'émergence de thérapies ciblées et des immunothérapies. Quelles sont les réussites les plus marquantes du traitement du cancer depuis ces dernières décennies? De quelles technologies et nouvelles thérapies redéfinissent-elles notre approche de la maladie? Quelle place faut-il réserver à la prévention de ces nouvelles technologies? Et enfin, quels sont les obstacles auxquels sont confrontés les chercheurs comme les cliniciens? Ce soir, notre conférencier nous guidera à travers toutes ces questions, partageant avec nous les espoirs et les réalités de la lutte contre le cancer. Vous allez nous présenter cette conférence pendant environ 1h15. À l'issue de cette présentation, nous aurons un échange et des questions-réponses. Bonne conférence à tous. Bien, merci beaucoup pour cette invitation et merci pour votre introduction. Voilà, donc on va parler de cancer de façon générale. Je vais essayer de vous expliquer et de mettre dans une perspective historique tous les changements qui caractérisent la cancérologie actuellement. Les choses bougent énormément, en particulier ces 20 dernières années, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc on va commencer par une mauvaise nouvelle, si on peut dire, c'est-à-dire que la fréquence des cancers, l'incidence des cancers ne cesse d'augmenter. Elle a augmenté, comme vous pouvez le voir, considérablement au cours des 35 dernières années, plus 98% chez l'homme, plus de 100% chez la femme. Et elle va continuer à augmenter. Elle va continuer à augmenter. En Europe, les projections indiquent que le nombre de cancers va augmenter de 20% dans les 20 prochaines années, schématiquement. C'est d'ailleurs pour ça que la Commission européenne s'est emparée du sujet et qu'elle a placé le cancer comme la première des maladies à gérer dans les années qui viennent. D'autant que derrière la problématique santé, il y a une problématique économique parce que les traitements des cancers, les traitements ne cessent d'évoluer. De nouveaux médicaments apparaissent maintenant presque toutes les semaines. Ces médicaments coûtent de plus en plus cher. Et si on ne trouve pas une solution, nos systèmes économiques de santé vont exploser dans les 20-30 années qui viennent. Donc il y a vraiment un sujet qui est à la fois un sujet de santé et un sujet économique. Alors cette augmentation de l'incidence des cancers, on peut jouer à répondre à cette question. Quand je l'ai posée à des adhérents d'une assurance à qui je donnais une conférence pour la Fondation ARC, je leur ai demandé quelle était la cause de cet accroissement. Et ils avaient mis en premier les changements dans notre mode de vie. Comme quoi, il y a cette perception que le cancer, c'est d'abord dû à des facteurs extrinsèques
et pas seulement... Mais en fait, la première cause, c'est l'accroissement du vieillissement de la population. On meurt moins d'autres maladies, donc on meurt plus de cancers. Et le vieillissement, c'est un facteur associé à la cancérologie. Mais les changements de mode de vie jouent aussi un rôle, donc la réponse, c'est les deux, manifestement. L'incidence des cancers, elle augmente avec l'âge, donc il y a manifestement un facteur âge. Il n'y a pas beaucoup de cancers chez l'enfant, heureusement, 2500 par an en France quand même. Chaque cas individuel est un drame en soi. Les cancers pédiatriques sont un sujet en soi, et ce sont des cancers qui sont très liés aux anomalies de développement, quelque part. Et puis, vous avez les cancers, l'âge moyen d'un cancer, c'est 67 ans, donc vous avez les cancers associés au vieillissement, et le vieillissement est un facteur qui contribue à l'émergence de tumeurs pour différentes raisons. Et puis, vous avez ce sujet de l'entre-deux, entre 25 et 67 ans, qui est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui sont ces cancers qui sont parfois qualifiés de précoces, qu'on voit chez des adultes jeunes, et dont l'incidence augmente très rapidement en ce moment, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même que vous voyez, le nombre de cancers augmente très nettement avec l'âge. Si on fait l'état des lieux, à l'heure actuelle, c'est plus de 400 000 personnes qui sont touchées en France. Vous voyez, un peu plus les hommes que les femmes. Chez l'homme, le cancer principal, c'est la prostate. Derrière, c'est le poumon. Et ensuite, c'est le colorectal. Chez la femme, c'est le sein. Ça ne vous surprendra pas. Puis ensuite, le colorectal, souvent négligé. Quelquefois, on pense même qu'il n'y a que les hommes qui font des cancers du colorectal. Mais en fait, non, les femmes, c'est la deuxième cause de mortalité chez la femme. Et ensuite, le poumon qui grimpe très, très vite. Du fait de l'introduction du tabagisme dans les années 70-80. Et donc, à l'heure actuelle, c'est à peu près, ça c'est les statistiques d'il y a quelques années. Vous allez voir que tout à l'heure, j'aurai une bonne nouvelle quand même à vous donner. C'est à peu près 160 000 personnes qui meurent de cancer encore par an en France. Et là, voilà la bonne nouvelle. C'est que vous avez des chiffres qui montent, mais en fait, ça, c'est des résultats qui sont sortis aujourd'hui dans une dépêche APM. Ce sont des projections de l'OMS qui vient de faire des calculs en disant comment va évoluer l'incidence des cancers dans les années qui viennent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on assiste enfin, et je dirais enfin parce que jusqu'à maintenant, l'incidence et la mortalité par cancer ne cessaient d'augmenter d'année en année en France depuis quasiment des décennies et des décennies. Et là, ça y est, on voit un mouvement qui s'amorce et qui est plus net chez les hommes que chez les femmes. Vous voyez, chez l'homme, on va avoir une baisse du nombre de cancers de 10% par rapport à il y a 5 ans. C'est complètement révolutionnaire. Jamais on a vu ça, des baisses comme ça. Et ça, c'est les effets de ces nouveaux médicaments qui sont apparus au début des années 2000 et qu'on commence maintenant à utiliser de mieux en mieux et qui génèrent ces résultats. Chez la femme, ça met un peu plus, ça diminue un peu moins vite. Ça diminue, mais moins vite. Et l'une des raisons, ce sont les cancers du poumon de la femme qui, eux, sont en train de monter en flèche, comme je vous le disais, à cause du tabagisme introduit chez la femme il y a quelques décennies. Donc ça, ce sont les projections actuelles. Ce ne sont pas les chiffres absolus, ce sont les projections. Le pronostic, ceci dit, il est très hétérogène d'un cancer à l'autre et habituellement, on regarde ça par organe. Donc, et souvent, quand on donne des éléments, on donne la survie à 5 ans. Donc vous avez un certain nombre de cancers qui sont considérés comme de pronostics favorables parce qu'il y a au moins 70% des gens qui sont en vie à 5 ans une fois qu'on a fait le diagnostic. Et la prostate est en tête de liste. Le cancer du sein, c'est maintenant 88% des femmes sont toujours en vie à 5 ans. La thyroïde, les mélanomes, les cancers du testicule qui touchent souvent des jeunes, du corps utérin, du rein. Ça, ce sont les cancers qui, pour l'instant, qu'on maîtrise le mieux. Vous avez des cancers de pronostic intermédiaire, dans lesquels on peut mettre le cancer colorectal. Bon, si on le diagnostique tôt, on gère. Si on le diagnostique tard, c'est plus compliqué. Les cancers ORL, les cancers du col, les cancers de l'ovaire. Et puis, vous avez toujours un groupe, alors c'est ceux-là, les taux de guérison, c'est, mettons, entre 30 et 70%. Et puis, vous avez tous ces cancers de très mauvais pronostic et qui restent aujourd'hui très difficiles à traiter. Certains, vous les en entendez parler parce qu'on en parle dans les médias. Le pancréas est un cancer qui reste grave. Tout à l'heure, je vous ai dit que les cancers vont baisser de 10% en termes de mortalité. La mortalité va baisser de 10% chez les hommes, sauf pour le pancréas. C'est le cancer, pour l'instant, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais la recherche progresse et on voit des signaux qui laissent penser qu'on va enfin progresser dans ce domaine.
tout ce qui est œsophage, foie, donc le haut de la sphère digestive, le poumon reste un cancer grave, même si des progrès sont enregistrés, les voies biliaires, le système nerveux central, les leucémies, l'estomac, tout ça sont des cancers qui sont assez difficiles à traiter et pour lesquels on est encore en grande partie à la recherche de solutions thérapeutiques. Néanmoins, dans toutes ces catégories, il y a des signaux positifs qui émergent au cours des années et manifestement, tout ça va bouger. Alors, autre question que souvent se pose justement avec cette réponse que font souvent les personnes interrogées que le cancer c'est dû à notre mode de vie. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le cancer c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'espèce humaine ou est-ce que c'est justement complètement induit par notre mode de vie? Et quand j'avais posé cette question aux adhérents de l'assurance, la majorité avait répondu c'est un effet de l'anthropocène. En gros, c'est un effet de notre façon de vivre, des choses auxquelles on est exposé, etc. Et en réalité, la réponse c'est non. Le cancer, même certains chercheurs qui travaillent sur l'évolution considèrent que c'est peut-être même quelque chose qui est simplement intrinsèque aux espèces multicellulaires. Il suffit d'être multicellulaire pour développer des cancers, alors avec plus ou moins de fréquence, etc. Mais voilà. Donc, on va replacer ça dans une perspective historique en parcourant une brève histoire de l'oncologie qui a déjà été un petit peu évoquée dans l'introduction tout à l'heure. De quand datent les toutes premières traces de cancer? C'est compliqué de retrouver une trace de cancer parce qu'en général, ça se développe dans un organe mou, un tissu mou, et ça disparaît avec la mort de l'individu. Donc, quand on récupère des restes humains, on a du mal à voir s'il y a eu cancer ou pas. Mais quand ça touche aux os, les os restent et sur l'os, on peut trouver des traces. Ici, c'est dans une grotte d'Afrique du Sud qui a été découverte la plus ancienne trace de cancer sur un reste humain. C'était même pas un humain, c'était un hominidé. Et manifestement, il avait développé un cancer osseux sur un os du pied, si je me souviens bien. Voilà, donc c'est la plus ancienne trace. Et puis après, on trouve des traces de cancer. En France, c'est dans la grotte du Lazaret, à Nice, qu'on a trouvé des restes humains. Et sur le crâne de cette personne, on a trouvé une empreinte de tumeur cérébrale. Donc cette personne était morte d'une tumeur cérébrale, on voyait l'empreinte sur le crâne. Et puis on a trouvé ensuite des restes de cancer dans les momies d'Égypte, de femmes qui mouraient de cancer du sein, et on en voyait encore la trace parce que le corps avait été momifié. Donc on a des traces et des histoires de cancer qui remontent très loin. Mais le nom, vous le savez peut-être, de cancer, il a été créé par Hippocrate. C'est lui, Hippocrate, que tout le monde connaît, on est 500 ans avant Jésus-Christ, et c'est le premier qui crée le mot cancer à partir autour du crabe, etc. Et il décrit des tumeurs, alors au départ des tumeurs du sein, qui poussaient et qui grossissaient avec le temps. Et puis ensuite, il décrit des cancers d'autres organes et il fait même une classification par organe. Il décrit déjà des cancers de l'intestin, des cancers de l'utérus, etc. Donc Hippocrate crée le terme. Et puis ensuite, Hippocrate, qui était quand même un esprit qui étudie les choses en profondeur, dit qu'est-ce que ça peut bien être? Et donc il dit c'est une rétention d'humeur. En gros, il propose une explication au cancer, c'est une rétention d'humeur, une humeur, c'est-à-dire ça pourrait être du sang coagulé, quelque chose comme ça. Enfin, il ne sait pas bien. Mais ce qui est incroyable, c'est que cette théorie de la rétention d'humeur, elle va persister pendant 2400 ans. Pendant 2400 ans, personne ne va réellement remettre ça en cause. Galien, le patron des pharmaciens, on avait le patron des médecins, maintenant c'est le patron des pharmaciens, lui il arrive longtemps après Hippocrate, 700 ans après, mais il reprend ça à son compte. Il propose le terme d'atrabile, il dit c'est une rétention d'atrabile. Bon, on ne sait pas bien ce que c'est, mais voilà. Et il pense qu'il faut purger, ok. Et puis ensuite Péquet, c'est un médecin français qui lui décrit la lymphe, le système lymphatique, c'est lui qui décrit le système lymphatique. Et il dit les cancers c'est une rétention de lymphe. Et puis, on a ce chirurgien français qui est juste avant la Révolution, au siècle des Lumières, lui dit, c'est quand même... et lui, il comprend le concept de métastase, c'est-à-dire de cancer qui naît dans un organe et qui envoie d'autres morceaux de cancer dans d'autres organes. Mais néanmoins, il ne sait pas bien ce que c'est, et on est toujours tourné autour de la rétention d'humeur, donc on ne sait pas. Voilà. Il faut dire qu'à ces époques-là, on ne mourrait pas de cancer, on mourrait bien avant de maladies infectieuses surtout.
et souvent pas assez jeune. Et puis il y a un Anglais aussi qui, lui, apporte une notion intéressante. Il dit qu'il y a des cancers qui se développent probablement pour des raisons toxiques, et il décrit le cancer du testicule chez les petits ramoneurs anglais. À Londres, les petits ramoneurs, on prenait des enfants adolescents et ils descendaient le long d'une corde dans les cheminées pour les nettoyer. Et donc ils se frottaient et ils descendaient à poil, carrément le long de la corde, et ils étaient exposés au goudron de houille et ils développaient des cancers du scrotum à force de faire ça. Et donc il décrit ce premier cancer professionnel en quelque sorte, d'exposition toxique. Néanmoins, on ne sait toujours pas ce que c'est que cette maladie. Et finalement, donc, la cancérologie moderne, elle démarre en 1850. Elle démarre en 1850 parce qu'à cette époque-là, les progrès de la microscopie commençaient à être significatifs. Les premiers microscopes, c'était un bout de bois avec une loupe au bout et on ne voyait pas grand-chose. Mais en 200 ans, ça progresse. Et finalement, au début du 19e siècle, on commence à avoir des microscopes qui permettent de mieux voir. Et là, Virchow, un chercheur allemand, dit un cancer, les tissus sont faits de cellules et un cancer, c'est fait de cellules. Donc il propose la théorie cellulaire du cancer. Pendant ce temps-là, les Américains mettent au point l'anesthésie, et donc c'est le début de la première étape thérapeutique qui est un cancer, on l'opère. Et c'est le développement des premières grandes approches chirurgicales des cancers. C'était quelquefois très délabrant, mais enfin c'était tout ce qu'on savait faire à l'époque. Et puis donc on est en 1850. Maintenant vous sautez de 50 ans en 50 ans. Qu'est-ce qui se passe 50 ans plus tard? C'est Röntgen qui découvre les rayons X, les Curie qui découvrent le radium à côté d'ici. Et très vite, ça c'est utilisé pour traiter les malades qui ont des cancers. C'est la radiothérapie. À nouveau 50 ans, entre-temps, il y a les industriels de la guerre qui ont créé les armes chimiques, ils ont créé les gaz utilisés à Ypres, et puis les Américains s'en prennent ces gaz et disent quand même si on ne prend pas les mêmes doses, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose, et finalement, de fil en aiguille, ils créent la chimiothérapie. Ils identifient des molécules qu'on peut administrer aux gens pour traiter des cancers. Donc maintenant, on a chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et jusqu'en 2000, en gros, c'est comme ça qu'on traite le cancer. C'est une combinaison de ces trois approches. Mais en 1950, c'est aussi l'époque où Watson et Crick commencent à décrire l'ADN, la double hélice, c'est 1953. Et puis, derrière, il y a toute une série de travaux de biologie cellulaire et moléculaire qui permettent de comprendre comment fonctionne le système immunitaire, comment se développe, et on trouve les oncogènes, etc. Et donc, beaucoup de travaux, mais pas de résultats thérapeutiques, jusqu'en 2000, où apparaît la première thérapeutique ciblée, c'est-à-dire un médicament qui est capable de cibler le produit d'une anomalie de l'ADN. C'est une protéine qui est codée par un ADN qui a été muté. Et là, on a changé encore de concept, on y reviendra. Et finalement, 10 ans après, apparaissent des immunothérapies qui sont un peu issues de la même recherche, mais qui sont un changement conceptuel complet, parce que c'est la première fois que le traitement chirurgie, jusqu'à maintenant radiothérapie, chimiothérapie, thérapeutique ciblée, on cherche simplement à détruire les cellules malades. Là, on ne cherche pas à détruire les cellules malades, on va chercher les défenses de l'organisme pour éliminer les cellules malades. C'est un peu différent. C'est la première fois qu'on a cette approche-là tout à fait nouvelle. Et c'est probablement, on en est là, et c'est avec ces 5 moyens aujourd'hui qu'on travaille. Alors pendant ce temps-là, la société s'organise parce que les maladies infectieuses, on commence à apprendre à les traiter. Voilà, donc on progresse sur les autres maladies, donc la population commence à vieillir aussi à partir de la fin du 19e siècle, et puis ça s'accélère assez vite, et finalement ça devient un problème sociétal. Et les premiers à s'en emparer, le premier c'est Justin Godard qui crée la Ligue au départ franco-américaine contre le cancer, 1917 quand même, on est à la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis Gustave Roussy en 1926 commence à réfléchir en disant le cancer il faut y réfléchir de façon multidisciplinaire. Et puis, l'ARC est créé en 1962, et les politiques mettent beaucoup de temps à s'en emparer, puisque finalement, le premier plan cancer, c'est Jacques Chirac 2003. Donc, avant, c'est la société civile qui s'est emparée au travers d'une activité associative. Il faut attendre 2003 pour qu'en France, les politiques créent un plan cancer, et 2021 pour que l'Europe s'en empare avec ce qu'ils appellent un Europe's Beating Cancer Plan, c'est-à-dire un plan européen pour lutter contre le cancer. Donc voilà où on en est. Alors, autour de toutes ces découvertes, il y a des questions qui émergent, qui sont des questions de recherche, puisque là, on est ici pour parler de la recherche sur le cancer. Donc, quelles sont les grandes questions qu'ont posées ces découvertes successives?
Peut-être la première question, c'est maintenant on a 5 approches thérapeutiques différentes, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, thérapeutique ciblée, immunothérapie. Comment utiliser ça au mieux? Et donc il faut apprendre, parce que c'est probablement pas avec un seul traitement qu'on va guérir un cancer, c'est toujours avec une combinaison d'approches thérapeutiques. Et donc comment les associer, à quelle dose, à quel moment les mettre, etc. Ce sont tous les sujets actuels de la recherche, à partir des moyens qu'on a maintenant à disposition. Donc une grande question, ce sont les combinaisons des approches thérapeutiques. C'est aussi comprendre pourquoi toutes les thérapeutiques ne marchent pas toujours. Il y a de la résistance thérapeutique. C'est vous traitez un cancer, alors vous avez des gens qui répondent très bien, et puis bon, tout se passe bien, et puis vous avez des gens qui répondent, mais ça rechute, ça revient. Donc il y a eu une résistance. Alors résistance par exemple à la chimiothérapie. Pendant des années, on s'est intéressé à la résistance à la chimiothérapie, on regardait au niveau des cellules malades pourquoi la chimiothérapie n'arrivait pas à les détruire. Et effectivement, on voyait des mécanismes de résistance qui apparaissaient dans certaines cellules. Et puis est arrivé et on a trouvé des moyens de lutter contre ça. Et puis est arrivée la génétique. Et puis on s'est aperçu avec les approches génétiques qu'en fait les cellules d'une tumeur, elles sont extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire que quand vous commencez, je vais prendre le schéma là, vous avez tout à fait au début, voilà, vous avez le tissu normal, puis là vous avez des cellules anormales qui apparaissent. Et très vite, les cellules anormales, elles sont de différentes catégories parce qu'elles évoluent, à chaque division elles peuvent évoluer et une cellule peut donner 2 cellules différentes et ça vous fait des sous-groupes différents, etc. Si bien qu'au bout d'un moment, une tumeur c'est composé de tas de cellules qui sont un peu différentes les unes des autres. Vous utilisez un traitement qui fonctionne sur la majorité de ces cellules. Donc la tumeur va fondre. Vous allez éliminer les blanches, les bleues, les jaunes, les violettes. Mais les rouges, elles ont acquis quelque chose qui les rend extrêmement résistantes au traitement. Si bien qu'avec votre traitement, ce que vous avez fait, c'est que vous avez sélectionné les cellules résistantes. Et ce qui va se passer, c'est apparemment la tumeur a disparu, c'est à peine visible ça. Mais ces cellules résistantes vont repousser. Et c'est elles qui vont occuper le terrain. Et éventuellement, elles vont à nouveau se diversifier. Et vous allez retomber sur l'hétérogénéité. Et donc, voilà, on a commencé à comprendre qu'une tumeur, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène, d'extrêmement complexe, en fait. Et c'est la complexité de ces tumeurs qui rend les choses extrêmement difficiles sur le plan thérapeutique. Et que, voilà, vous faites un traitement, mais vous sélectionnez aussi avec ce traitement des cellules qui sont un peu résistantes. Un peu comme avec les antibiotiques. On sait bien qu'avec les antibiotiques, on peut sélectionner aussi des souches bactériennes qui sont résistantes. Donc on peut avoir ce même problème avec le cancer. Puis sont donc arrivées les thérapeutiques qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Alors le concept de thérapeutique ciblée, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le principe c'est, au lieu de prendre de la chimiothérapie qui sont des molécules qui touchent de façon un peu aspécifique, qui éliminent les cellules tumorales avec des cibles assez aspécifiques, là vous avez quelque chose d'extrêmement précis. Vous partez de l'ADN, vous cherchez les mutations, vous dites ça mute tel gène, donc telle protéine est mutée, et je vais faire un inhibiteur de la protéine mutée qui déclenche le cancer. Et donc, il y a des tas de familles de médicaments qui ont été créés sur ce concept de thérapeutique ciblée. La première, elle est apparue en 2000. Comment elle avait été conçue? Les chercheurs, 40 ans avant, avaient trouvé une anomalie de l'ADN qui était caractéristique d'une leucémie, en l'occurrence c'était une leucémie. Puis, ils avaient, sur ordinateur, conçu une molécule susceptible de bloquer la protéine codée par cet ADN muté. Et ils ont réussi à la synthétiser chimiquement, ce qui était un exploit d'une certaine manière. Et ils l'ont testé et ça marchait extrêmement bien. C'était une leucémie qui tuait en moyenne en 3 ans dans les années 90 encore, et qui aujourd'hui, les gens vivent avec ce traitement. Il faut le continuer, mais ils le vivent pendant plusieurs années, mais pendant plusieurs années, ils prennent simplement des comprimés, et ça suffit à contrôler la lésion, et on meurt très rarement maintenant de cette leucémie. Donc les thérapeutiques ciblées, dans certains domaines, ont été des progrès considérables. Ça change aussi un peu les concepts, c'est-à-dire qu'avant, on raisonnait en termes de tumeurs de ci ou de ça, tumeur du cerveau, tumeur du sein, tumeur du pancréas, tumeur de je ne sais pas quoi, et à chaque tumeur, on avait notre schéma thérapeutique. Maintenant, on utilise des molécules, des médicaments ciblés, et on retrouve les mêmes mutations dans différentes tumeurs d'organes. Donc on utilise les mêmes médicaments pour traiter différentes tumeurs, juste en fonction
du bilan moléculaire, en quelque sorte. Ce qui est un changement conceptuel, c'est un des changements conceptuels qu'on va évoquer aujourd'hui. Et puis un mot des immunothérapies. Qu'est-ce que c'est que ce concept d'immunothérapie? Donc je vous disais tout à l'heure, c'était révolutionnaire l'immunothérapie parce que vous allez chercher les défenses de l'organisme pour éliminer le cancer. Et il a fallu 50 ans pour arriver à trouver une solution. Les immunologistes, depuis 50 ans, disaient c'est par là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut travailler. Regardez, chez mes souris, quand je manipule le système immunitaire, ça élimine la tumeur, etc. Ceci dit, personne n'arrivait à faire une immunothérapie qui fonctionne chez l'homme. Jusqu'à ce que dans les années 2010, on trouve un médicament qu'on appelle un inhibiteur de point contrôle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ici la cellule cancéreuse et ici la cellule du système immunitaire qui est censée vous débarrasser. En fait, en permanence, vous générez des cellules, mais votre système immunitaire les élimine. Mais là, la cellule a développé un système pour bloquer, voilà, c'est cette petite tige rose là, pour interagir avec les cellules immunitaires et la bloquer. C'est ce qu'on appelle un point contrôle. C'est-à-dire la cellule tumorale envoie un signal aux cellules du système immunitaire et lui dit « bouge pas, je veux me développer tranquille, bouge pas ». Et des chercheurs ont réussi à mettre au point des médicaments qui suppriment cette interaction là-bas. Voilà, c'est des médicaments, en général des anticorps, qui bloquent complètement cette interaction. Et à ce moment-là, la cellule immunitaire peut réattaquer la cellule tumorale. Et ces inhibiteurs de point contrôle, c'est probablement la dernière grande révolution thérapeutique en cancérologie à cette date. Et c'est probablement grâce à elle, combinée aux thérapeutiques ciblées, qu'on voit enfin baisser la mortalité par cancer en 2025. Voilà. Ce qu'on appelle en anglais les checkpoint inhibiteurs. Et donc ça, on l'utilise dans des tas de cancers différents. Alors ça ne marche pas dans tous, tout le monde ne répond pas, il y a des résistances, etc. Et c'est un grand sujet de recherche que d'essayer de comprendre qui va être sensible, qui va être résistant, dans quel cancer ça va marcher, dans quel cancer ça ne va pas marcher. Mais on progresse tous les jours dans ce domaine. Et voilà, des cancers qui étaient très difficiles à traiter, comme typiquement le cancer du poumon. Il y a un certain nombre de cancers du poumon chez lesquels maintenant on commence par une immunothérapie avec des résultats qui sont vraiment prometteurs. Alors il y a plein de formes d'immunothérapie autres que ces inhibiteurs de point contrôle. On parle beaucoup d'immunothérapie dans tous les sens. J'ai essayé de schématiser très simplement. Il y a ce qu'on appelle des immunothérapies actives, et parfois on parle de vaccins thérapeutiques. Alors on ne comprend pas toujours ce terme de vaccin, parce que dans le vaccin thérapeutique, parce que le vaccin dans notre esprit, c'est un truc qui protège, donc c'est préventif, c'est pas thérapeutique. Mais en fait, on peut faire des vaccins qui traitent. Et ces vaccins qui traitent, ils activent à nouveau le système immunitaire pour que le système immunitaire fonctionne. Et la grande promesse dans ce domaine sont les vaccins ARN, c'est-à-dire ceux sur lesquels on travaillait avant le Covid, dans le cancer en fait, mais qui n'étaient pas encore au point. Et puis le Covid a donné une accélération terrible parce qu'on a mis au point les vaccins ARN, on s'est aperçu que ça fonctionnait bien, que c'était leur innocuité, etc. Et évidemment, quand la pandémie s'est terminée, les chercheurs en cancérologie sont jetés sur l'ARN à nouveau. Et maintenant, il y a des essais cliniques très prometteurs, y compris dans un cancer comme le cancer du pancréas, où on a des vaccins ARN qui émergent et qui commencent à donner des résultats prometteurs. Donc, vaccin, et là, c'est un vaccin qui traite. On a les inhibiteurs de point contrôle dont j'ai parlé avant, puis il y a des immunothérapies qu'on appelle plutôt passives, y compris des immunothérapies qui utilisent des virus, donc des agents qui sont pas, des virus qui ne sont pas pathogènes, mais qui sont toxiques pour les cellules malignes, avec des propriétés très sophistiquées. Donc il y a énormément de voies de recherche autour de cette immunothérapie. C'est un concept maintenant très large que d'aller chercher les cellules tumorales. Vous savez peut-être aussi que chez certains patients, en particulier des patients qui ont des leucémies ou des lymphomes, on va prendre leurs lymphocytes, on va les armer au laboratoire, on les modifie et on les réinjecte et ils vont éliminer la tumeur. Donc il y a plein de façons de faire de l'immunothérapie. Voilà, donc ça veut dire que, et vous allez voir que tout à l'heure je reviendrai là-dessus, c'est un changement conceptuel, on s'intéresse plus seulement aux cellules tumorales qu'on veut tuer avec ce qu'on a, n'importe quelle bombe, alors en chirurgie on les enlève, ou rayons ou chimiothérapie on les détruit, ou thérapeutique ciblée on les détruit, non, on s'intéresse aussi à l'environnement de la tumeur, c'est-à-dire qu'on a une vision beaucoup plus large du cancer que celle qu'on avait il y a encore 20 ans en fait. On va discuter d'une approche telle qu'on a vu le cancer pendant les 50 ans qui vont, disons, de 1950-60 au début des années 2000. Qui est une approche très néo-darwinienne.
Le premier qui pose le sujet comme ça s'appelle Peter Nowell, c'est en 1960, et c'est lui qui, pour la première fois, découvre dans une leucémie une anomalie des chromosomes des cellules malades. Il dit, qu'est-ce qui définit la cellule malade? Ce sont les chromosomes qui se sont cassés puis fusionnés de travers. Et donc, il décrit le cancer comme une maladie génétique d'une cellule qui a acquis une anomalie génétique et cette anomalie génétique lui a conféré des propriétés qui lui permettent de pousser aux dépens des autres cellules. Voilà. Et donc, il théorise ça. Et donc, des cellules sont plutôt des cellules souches dans les tissus. Et donc, il dit que ce cancer, c'est une maladie induite par des altérations génétiques dans une cellule souche. Voilà. Et puis, voilà, les chercheurs travaillent, et quelques années après, Harold Varmus et Michael Bischoff obtiennent le prix Nobel parce qu'ils ont découvert ce qu'on appelle les oncogènes, c'est-à-dire des gènes qui, quand ils sont mutés, donnent à la cellule des propriétés cancéreuses. Des gènes du cancer, en quelque sorte, des oncogènes. Voilà. Ils décrivent aussi des gènes suppresseurs de tumeurs, donc des gènes qui, au contraire, quand ils sont mutés, n'empêchent plus la tumeur de se développer. Voilà. Et puis, en 2000, culmine cette vision un peu réductionniste dont on va reparler, qui font qu'on décrit toutes les propriétés qu'une cellule acquiert, toutes les anomalies qu'une cellule acquiert pour devenir cancéreuse. Donc elle échappe à la mort, c'est une cellule qui a du mal à mourir, alors qu'une cellule normale, ça vit un certain temps puis ça meurt et ça disparaît, puis on la remplace. Oui, mais là, celle-là, elle ne disparaît plus. Ou bien ça échappe aux signaux immunitaires, ou bien ça répond anormalement aux molécules qui sont autour, etc. Bon voilà, donc on décrit une série de propriétés pour caractériser ce qu'est une cellule cancéreuse. Donc vraiment, c'est une maladie de la cellule. La vision qu'on avait à ce moment-là, c'était une maladie de la cellule qui a acquis des propriétés anormales qui lui permettent de pousser en s'amendant de tout ce qu'il y a autour, en quelque sorte. Et puis donc on développe des outils moléculaires. Vous savez que maintenant on dispose d'outils qui permettent d'aller voir dans chaque cellule, à l'échelle unicellulaire, toutes les altérations de l'ADN qu'il y a dans la cellule. Et les chercheurs anglais, eux, ont séquencé l'ensemble du génome des cellules tumorales, et puis ils ont relevé tous les changements qu'il y avait dans la tumeur par rapport à des cellules qui n'étaient pas des cellules tumorales, et ils ont créé un code barre qui est exactement comme le code barre que vous avez sur les produits au supermarché. Et ce qui est fascinant, c'est que le code barre qu'ils ont trouvé est différent d'une tumeur à une autre, mais il indique quel était le mécanisme en cause dans l'arrivée de la tumeur. Il vous dit, par exemple, alors à cette époque-là, c'était le début, ils avaient 21 signatures, maintenant il y en a plus de 40, mais vous avez la signature du tabac, la signature des ultraviolets, la signature du vieillissement, la signature de l'aflatoxine, qui est un produit toxique pour le foie, qui donne des cancers, etc. Donc chaque fois qu'il y avait un mécanisme en cause, il y a une signature différente. Après, ils ont regardé comment ces signatures se répartissaient dans les tumeurs. Alors l'image peut paraître un peu complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Donc vous avez différents types de tumeurs. Le sein, le sein c'est là-bas, le col utérin, l'intestin, les leucémies, le cancer du poumon, le mélanome. Chaque couleur, c'est une signature différente. Et chaque colonne, c'est un malade, une tumeur, on va dire. Et donc vous voyez que si on prend par exemple, on va prendre le mélanome. Vous voyez que le mélanome, il a une signature jaune, là, qu'on ne voit pas tellement ailleurs. Mais le mélanome, quel est le facteur cancérogène dans le mélanome? Ce sont les ultraviolets. C'est le fait de se mettre au soleil. Donc, la principale signature qu'il y a dans le mélanome, c'est la signature ultraviolet. Voilà. Et on voit que, alors il y a un ou deux patients qui ont autre chose, c'est des gens qui ont peut-être une prédisposition génétique familiale à développer des mélanomes, il y en a un certain nombre, et donc ça donne une signature un peu différente. Et on voit que chaque tumeur est différente de la tumeur du voisin et a une répartition des signatures différentes. Dans la leucémie lymphoïde chronique et une leucémie qui apparaît avec l'âge, qui est typiquement associée au vieillissement, vous avez essentiellement des signatures de vieillissement, etc. Donc ça, c'est probablement un cancer qui est essentiellement associé au vieillissement des tissus, alors que vous en avez d'autres qui sont dus à l'exposition toxique, aux ultraviolets, d'autres au tabac, etc. Et à chaque fois, il y a une signature. Donc ce que ça vous dit aussi, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas, même à l'intérieur d'un même organe, il n'y a pas une tumeur qui ressemble à l'autre. C'est-à-dire la répartition est différente, des différentes signatures, et il n'y a pas un mécanisme, mais des mécanismes. Donc tout ça crée un tableau complexe. Vous vous demandez comment on va s'en sortir. Avec ces analyses génétiques,
on change aussi de paradigme, c'est-à-dire qu'au début, vous avez les cancers du sein, les cancers du poumon, les cancers de l'intestin, mais en fait, avec les progrès des analyses biologiques qu'on fait, c'est de plus en plus fragmenté. C'est-à-dire dans les cancers du poumon, d'abord, il y a des cancers qu'on appelle à petites cellules et des cancers non à petites cellules. Donc déjà 2 groupes, ça c'était avec le microscope. Puis ensuite, on fait les analyses moléculaires. On trouve des cancers non à petites cellules avec mutation de race, sans mutation de race. Et puis ensuite, on regarde le nombre de mutations associées. Et on voit des mutations de race avec beaucoup de mutations ou avec peu de mutations, etc. Donc, petit à petit, une famille de cancers qui était, mettons, les cancers du poumon, est devenue une famille de cancers différents qui sont à chaque fois des cancers rares parce que chaque forme de cancer est différente d'un autre. C'est-à-dire, il n'y a pas un cancer du poumon, mais il y a des cancers du poumon. Il n'y a pas un cancer du côlon, mais il y a des cancers du côlon, etc. C'est vrai pour le sein, c'est vrai pour tous les organes. Il y a énormément de cancers en fonction des altérations génétiques qu'on trouve dans la tumeur, etc. Et en fonction de ce contexte, la réponse thérapeutique n'est pas du tout la même. Par exemple, on sait que pour bien répondre aux immunothérapies, il faut plutôt avoir cette catégorie-là. Voilà, là, ça va. Mais cette catégorie-là va mal répondre, etc. Donc, pour chaque individu qui arrive aujourd'hui avec une tumeur, on fait tout un tas d'analyses qui sont de plus en plus lourdes et de plus en plus sophistiquées pour essayer de caractériser au mieux ce qu'elle est et essayer d'adapter le traitement à chaque personne. C'est le concept de traitement personnalisé des cancers que vous avez sans doute entendu. Voilà. Donc ça, c'était la vision, je dirais, il y a encore une quinzaine d'années. Mais les choses bougent. On va passer d'une approche réductionniste, qui était celle que je vous ai décrite, c'est-à-dire le cancer est une maladie de la cellule dans laquelle sont apparues des anomalies génétiques, à une approche holistique, c'est-à-dire qu'il faut prendre d'autres facteurs en cause qui sont probablement extérieurs à cette cellule qui a acquis des anomalies génétiques. Alors pourquoi on est arrivé là? Première observation, prenons un modèle expérimental de cancérologie qui est le sarcome qu'on appelle de Roos, parce qu'il a été décrit par Peyton Roos, qui était un chercheur anglais. Il avait trouvé un virus, quand il injectait au poulet, ce virus déclenche des cancers, déclenche une tumeur chez le poulet. Donc ça s'appelle le sarcome de Roos. Très bien. Et donc, longtemps après, il y a une chercheuse qui s'appelle Mina Bissell, une chercheuse américaine, qui a repris cette histoire et elle a pris des embryons de poulet, elle a injecté son virus de Roos, mais le poulet n'a rien fait, il n'a pas développé de tumeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, elle a eu l'idée de frotter l'aile de l'autre côté avec un produit très irritant qui déclenchait de l'inflammation. Et pouf, la tumeur est apparue. Choc. Là où elle avait déclenché de l'inflammation. C'est-à-dire que la tumeur, elle ne s'est pas développée n'importe où, elle s'est développée dans un tissu qui avait été modifié et qui crée un contexte favorable pour qu'elle émerge. Et sans ça, il n'y avait pas de tumeur. Mais à l'époque, personne n'écoutait trop. Enfin, bon, voilà, elle disait, attendez, ça ne suffit pas, votre théorie là, de dire que c'est la cellule qui s'est modifiée, ça ne suffit pas. Bon. Puis, voilà, les chercheurs anglais qui, en 2015, font cette expérience bizarre au premier abord. Ils vont chez les chirurgiens esthétiques qui enlèvent des bouts de paupières à des gens qui trouvent qu'ils ont la paupière tombante et puis que c'est pas joli, et donc ils se font enlever des bouts de paupières. Et eux, ils disent, ah bah tiens, ça c'est des tissus sains, mais on va regarder si on voit quelque chose avec nos techniques de séquençage d'ADN là. Et donc ils font plein de trous dans les paupières, vous voyez, ils divisent les paupières, puis chaque petit truc blanc là, c'est un trou qu'ils ont fait, et ils séquencent l'ADN dans chaque partie là. Très profondément, ils séquencent jusqu'au niveau unicellulaire. Et ils trouvent plein de mutations là-dedans, plein de mutations de gènes du cancer, plein de mutations d'oncogènes. Alors que jusqu'alors, on se disait, mais quand il y a une mutation comme ça dans une cellule, c'est fini, c'est une cellule cancéreuse. C'est hyper dangereux. Mais non, en fait, pas du tout. Regardez, chaque petit rond là, ça correspond à un clone avec des mutations qui sont des mutations de gènes du cancer. Et donc, de fil en aiguille, on s'aperçoit très vite que tous nos tissus sont pleins de petits clones de cellules qui ont des mutations de cancer, même quand on a 20 ans. Et en fait, ces clones, ils augmentent avec l'âge. Vous avez un tissu à 20 ans, là, le même tissu à 20 ans, et le tissu à 72 ans. Vieillir,
c'est accumuler dans son tissu des petits clones de cellules dans lesquelles il y a des mutations de cancer. Waouh, ça fait un peu peur, ça. Mais voilà, mais c'est une marque de vieillissement, clairement. Bon, mais pour autant, si chaque petit rond devait donner un cancer, on serait bourré de cancer. Donc, il y a un truc qui va plus... Vous voyez, avec la théorie qu'on avait en tête il n'y a encore pas si longtemps, on disait une mutation, c'est un cancer. Mais non, nos tissus ont des mutations. Mais ces cellules mutées, elles sont sous contrôle, en gros. L'environnement fait qu'elles ne donnent jamais de cancer. Donc, l'émergence d'un cancer, heureusement, ça reste un événement rare. Parce que si chacun de ces clones en donnait, on en aurait partout. Donc ça veut dire que ces cellules, elles émergent, elles sont mutées, elles grossissent un peu, ça donne des petits clones, puis à la fin, elles meurent probablement par sénescence. Comme toutes les cellules, je vous disais tout à l'heure, les cellules finissent par être éliminées. Et puis le système immunitaire nous défend, il les élimine si elles sont trop gênantes, etc. Donc on se défend contre ça. Voilà, on contrôle, nos tissus contrôlent tout ça. Ça veut dire que la frontière entre une cellule normale et une cellule cancéreuse, tout d'un coup, elle a changé. Avant, c'était une cellule normale, l'ADN est parfait, et une cellule cancéreuse, c'est une cellule avec de l'ADN muté. Mais c'est plus vrai, c'est plus vrai. On est plein de cellules mutées. Ok. Donc la frontière, c'est autre chose. Il faut qu'à un moment donné, le tissu autour ait perdu le contrôle d'une de ces cellules qui s'est mise à pousser. Autre observation troublante, c'est qu'on s'est aperçu que voilà, il y a une étude qui a été faite chez 152 hommes qui sont morts accidentellement à différents âges. Et donc, il y a des chercheurs qui ont demandé à faire une autopsie systématique de la prostate. Ils ont regardé s'il y avait des cancers dans la prostate. Et vous voyez qu'entre 10 et 20 ans, ils n'en ont pas trouvé, mais à partir entre 20 et 30 ans, 9% des hommes qu'ils ont étudiés, il y avait déjà des micro-cancers de la prostate. Entre 30 et 40 ans, 20%. Entre 40 et 50 ans, 34%. Et bon, pour autant, ces hommes-là, s'ils avaient vécu, ils n'auraient pas eu de cancer de la prostate à cet âge-là. Hein. S'il y en a un qui doit émerger, c'est encore beaucoup plus tard. Ce qui veut dire aussi qu'on peut vivre avec des petits amas de cellules cancéreuses et puis notre tissu les contrôle. Donc là encore, la frontière entre normal, pathologique, risqué, pas risqué, elle est devenue beaucoup plus floue. Ça ne nous facilite pas forcément les choses, mais voilà. C'est pour dire que les notions ne sont pas aussi tranchées qu'on le pensait. Je vais m'attacher un instant au système sanguin, au système hématopoïétique. C'est ma spécialité, l'hématologie. Donc, le système sanguin, donc ce qui fabrique vos cellules sanguines, ça part d'une cellule qui est dans la moelle osseuse, la cellule du haut, là, une cellule qu'on appelle une cellule souche, qui, par étapes successives dans la moelle, et en quelques jours, va générer des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, toutes les cellules qu'il y a dans votre sang et toutes les formes de globules blancs. Système extrêmement sophistiqué, très bien réglé. Un globule rouge, une fois qu'il est fabriqué, il dure 120 jours, il disparaît, mais il a été remplacé. Les globules blancs ont chacun leur durée de vie, etc. Bon, tout ça est très très bien équilibré. Voilà. Mais un jour, on peut développer une leucémie à partir de ce système. Donc, d'où ça vient ? On s'est aperçu, donc, alors avant, on avait, à un moment donné, le système se dérègle, on trouve des cellules leucémiques, et c'est des cellules mutées avec des mutations dedans de gènes de cancer. Bon, ça c'était le schéma qu'on avait. Mais en fait, à l'époque où dans les tissus, le tissu que j'ai montré c'était la paupière, ensuite ça a été vu dans l'œsophage, puis dans beaucoup d'autres tissus. Si on regarde dans le sang de la même façon, au fur et à mesure qu'on vieillit, on développe des clones de cellules qui sont mutées avec des mutations de gènes de leucémie. C'est des petits clones. Alors, à partir du moment où ils représentent plus de 2% des cellules sanguines, on considère que voilà, c'est un clone qui est significatif. Donc on le surveille. On appelle ça une hématopoïèse clonale de signification indéterminée. Ça dit bien ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que c'est que ce truc. Mais on se promène avec des clones. Et maintenant qu'on a des techniques génétiques, c'est assez facile. Vous faites une prise de sang, une analyse génétique, et vous vous apercevez qu'il y a des clones dans le sang. Bon. Très bien. Donc ça, c'était une observation en 2014. Eh bien, en fait, le risque, c'est qu'il y a un de ces clones un jour où ce clone donne une hémopathie. Et donc, parmi les hémopathies, par exemple, il y en a une qui s'appelle la maladie de Vaquez ou la polyglobulie de Vaquez. C'est des gens qui se mettent tout d'un coup à fabriquer trop de globules rouges. Voilà, c'est une maladie maligne, mais qui évolue très lentement, qui n'est pas trop méchante, mais qui apparaît en général autour de 50-60 ans. Donc la maladie, elle apparaît là.
50-60 ans, voilà, tout d'un coup, on s'aperçoit que les gens ont trop de globules rouges dans le sang. Et on a découvert que cette maladie, elle est due vraiment à la mutation d'un gène bien particulier qui s'appelle JAK2, voilà, JAK2. Et cette mutation, elle est présente toujours dans les cellules qui s'accumulent dans le sang. Et bien maintenant, on a des techniques qui permettent de remonter dans le temps et de dire, mais quand est-ce qu'est apparue la première cellule mutée de JAK2 ? Et donc il y a toute une série de gens qui ont mis en place des modèles à partir de séquençage, des modèles mathématiques qui permettent de remonter ça. Et bien la première cellule, figurez-vous qu'elle est apparue dans la petite enfance et quelquefois même pendant l'embryogenèse. Vous naissez déjà avec des clones. Ils sont infimes, ils représentent quelques cellules au milieu de milliards de cellules, mais ils sont déjà là. Et puis ils vont rester là pendant très longtemps. Hein. Donc le premier clone, là, dans cet exemple, il est apparu dans la petite enfance, mutation de JAK2, puis il ne bouge pas, puis à un moment donné, chez certains, mais pas chez tout le monde, et c'est ça qui est bizarre, eh bien, il va se transformer en une véritable maladie maligne du sang. Et en fait, le risque, il est de 1% par an de transformation. Quand on retrouve un clone à plus de 2% chez quelqu'un, il y a 1% de risque de réellement transformation en maladie derrière. Donc tout le monde ne le fait pas. Donc on peut avoir des clones de cellules mutées qui vont éventuellement se transformer, mais ça ne se transforme pas chez tout le monde. Et même chez la majorité des gens, ça ne se transforme pas. Oh. Alors ça change encore notre regard sur les choses. On pourrait dire, on va faire de la prévention, on va chercher des clones chez tout le monde, et puis on va les surveiller. D'ailleurs, on commence à faire ça. Mais comment comprendre après quel est le facteur qui fait qu'à un moment, chez certains, boum, ça devient une maladie plus importante. Donc voilà, la cellule d'origine d'un cancer, elle peut être apparue pendant la petite enfance, voire même pendant votre embryogenèse. Donc en gros, on est tous avec des cellules qui potentiellement peuvent un jour devenir la première cellule d'un cancer. Bon, on s'en dépatouille le plus souvent, heureusement, mais... Ouais. Alors... Ensuite, des expériences, des observations montrent qu'il y a des facteurs qui peuvent déclencher ça. Alors, la diapositive peut paraître un peu compliquée, mais je vous raconte l'histoire. C'est un jeune homme a une maladie de Hodgkin. C'est typiquement maladie de l'adolescence ou l'adulte jeune. Voilà, il est traité par de la chimiothérapie, même une autogreffe de moelle, chimiothérapie, radiothérapie, greffe, etc. Bon, il est guéri de son maladie de Hodgkin, après un traitement compliqué, mais enfin, il est guéri. Et puis 6 ans après, paf, il développe une leucémie aiguë. Et dans la leucémie aiguë, on trouve une mutation d'un gène qui s'appelle TP53. Et donc les médecins qui s'en occupent disent, mais et on commençait à parler de ces clones là, qui apparaissaient dans le sang. Donc il se trouve qu'ils avaient du sang de ce patient qui avait été conservé, je ne sais pas par quel mécanisme, mais avant même qu'il développe sa maladie de Hodgkin. Et en fait, ils vont rechercher ces éléments sanguins et ils trouvent une mutation de TP53 dans un petit clone de ces cellules qui étaient dans son sang avant même qu'il développe sa maladie de Hodgkin, qui soit traitée par chimiothérapie, radiothérapie, greffe, etc. Et donc, l'interprétation, c'est qu'il avait ce petit clone qui peut-être n'aurait jamais parlé, ou aurait parlé quand il avait 80 ans, mais le fait d'avoir une autre maladie avec énormément de traitements, de chimiothérapie, de radiothérapie, de machin, etc., a créé un contexte qui a permis à cette cellule de grossir et de générer une leucémie aiguë secondaire. Donc, il y a la cellule clonale, et puis il y a quelque chose d'autre, un facteur extérieur qui vient modifier ça. Voilà, donc ça change là encore notre conception des choses. Et donc avant, on pensait que quand quelqu'un développait une leucémie aiguë après avoir eu un premier cancer, c'est parce que le traitement du premier cancer avec les rayons ou la chimiothérapie avait fait des dégâts. C'est pas toujours comme ça. Ça peut être simplement parce qu'il a sélectionné une cellule, il a créé un contexte favorable parce qu'une cellule mutée se met à grossir, alors que sinon elle n'aurait jamais grossi. Et donc maintenant, on pense que dans les pathologies secondaires, et en particulier les leucémies secondaires au traitement d'un premier cancer, c'est très souvent de la sélection tout autant que de la toxicité. Les deux sont possibles. Voilà. Alors, maintenant on a donc dans le sang des clones de cellules mutées, très bien, qui s'accumulent avec l'âge, qui grossissent avec l'âge, tout doucement. Voilà. C'est des mutations qui apparaissent dans des cellules souches, en haut de mon schéma de la moelle, là, mais qui donnent des cellules sanguines qui circulent, qui sont mutées. Et donc, chaque fois qu'il y a une petite mutation comme ça, ce que ça fait, c'est que la cellule qui circule, elle est beaucoup plus inflammatoire que les autres. Elle crache, vous savez, l'inflammation, c'est des petites protéines qui sont sécrétées dans le sang. Et
voilà, qui donne éventuellement de la fièvre, de la fatigue, etc. Enfin, toute l'inflammation, vous voyez ce dont on parle. Et donc, quand on a une cellule souche mutée, elle génère des cellules qui sont inflammatoires, qui donnent un petit niveau d'inflammation supplémentaire. Alors, il y a des boucles qui se mettent en place entre pour permettre le développement du clone. Je vais pas trop vous emmener là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, cette hématopoïèse clonale, de signification indéterminée, que je vous ai dit tout à l'heure, donc les gens qui ont un petit clone, elle va évoluer plus ou moins vite selon les gens. Alors on commence à se demander pourquoi, donc on cherche des facteurs. Et donc on trouve, il y a des gens qui ont des bases génétiques qui font que le clone va grossir plus vite que chez d'autres, déjà. Ça peut être une raison. Chez d'autres, c'est simplement l'âge qui fait. Mais ça peut être aussi le mode de vie, ça peut être l'exposition à des produits toxiques, ça peut être des épisodes infectieux ou inflammatoires, des maladies intercurrentes, qui vont amplifier le clone qui, lui, déclenche de l'inflammation. Et en fait, le fait d'avoir un petit clone dans le sang muté comme ça, puisque vous produisez des cellules inflammatoires, ça expose pas seulement au risque de leucémie secondaire ou de maladies malignes, ça expose aussi au risque de maladies cardiovasculaires, d'athérosclérose, ça expose au risque de gouttes, au risque de maladies hépatiques, etc. C'est-à-dire, en fonction des clones, vous générez des cellules qui sont plus inflammatoires et qui peuvent éventuellement déclencher des maladies du cœur. Et pas du tout un cancer. Donc la mutation, ce n'est pas un facteur de cancer, c'est aussi là, en l'occurrence, c'est la mutation qui expose à un risque cardiovasculaire. Ça complique un peu le paysage, hein, mais voilà. Alors pourquoi? Parce que l'athérosclérose, c'est des cellules du sang qui se déposent sur les parois des vaisseaux, qui font des plaques, vous savez, qui bouchent les vaisseaux. Et donc ces cellules, elles sont plus inflammatoires quand elles sont mutées, donc elles se déposent plus facilement sur les parois des vaisseaux et elles vous déclenchent de l'athérosclérose. Voilà, donc on est passé d'une approche réductionniste, ce qu'on appelait une approche réductionniste, c'est-à-dire un cancer, c'est une cellule avec des mutations dedans et hop, ça donne une tumeur, à une approche holistique, c'est-à-dire oui, ok, il faut partir d'une cellule qui est mutée, parce que quand même, toutes les cellules de cancer, il y a bien une mutation au départ, mais il faut un environnement qui permette à cette cellule de se développer. Alors, le modèle réductionniste, il existe, hein. Il y a quelques cancers, en particulier des cancers de l'enfant. Les cancers de l'enfant, quelquefois, c'est un événement génétique dans une cellule, et pouf, ça part en leucémie. Mais c'est exceptionnel. Alors ces formes-là, en général, on n'arrive pas trop mal maintenant sur le plan thérapeutique à les traiter parce qu'on a des thérapeutiques ciblées, on bloque le mécanisme et puis voilà, on y parvient. Mais ça, c'est exceptionnel. La plupart des cancers, il faut utiliser une vision holistique. La plupart des cancers installés, c'est de la mutation plus d'autres facteurs extérieurs qui les ont fait pousser. Ouais. Voilà où on en est, voilà ce qu'on comprend aujourd'hui. Donc, voilà, il y a des changements systémiques. Maintenant, on a compris, il y a des clones mutés dans nos tissus, il ne faut pas s'en affoler, mais il faut surveiller les premiers signes de transformation. Et donc, en gros, un de ces clones va devenir un cancer, ce cancer éventuellement va métastaser. En général, quand on parle de recherche sur le cancer, dans l'esprit général, on s'intéresse au traitement des cancers les plus graves, etc. C'est beaucoup d'idées autour de la recherche sur le cancer, c'est ça. Mais en fait, là où il faut vraiment avancer, c'est avant. Prévenir, dépister, intercepter. Et je pense qu'en 2025, on est en train d'assister à cette bascule dans laquelle la recherche sur le cancer, on se focalise plus seulement sur traiter les cancers graves, mais on s'intéresse maintenant de plus en plus à comment on pourrait faire mieux pour dépister et intercepter les tumeurs le plus tôt possible. Voilà. Alors, prévenir, évidemment, il y a des problèmes de comportement. C'est sûr qu'il y a des facteurs de risque de cancer auxquels on s'expose par notre mode de vie. On considère que 40% du risque de cancer est dû à des facteurs comportementaux. Bon, il ne faut pas se culpabiliser avec ça, il faut simplement gérer. À votre avis, les deux principaux facteurs de risque de cancer en ce moment dans cette liste, pollution, infection, tabagisme, alcool, surpoids, obésité, génétique, radiation. Lequel vous diriez? Tabagisme, vous avez raison. Et surpoids dans les facteurs acquis. Et peut-être génétique si on les met dedans en prédisposition. Parce qu'en fait, dans les facteurs de risque bien identifiés. Les premiers, c'est des facteurs intrinsèques à la personne, c'est-à-dire des facteurs de prédisposition génétique.
On va en redire un mot, c'est 5-10% à peu près de facteurs de risque. Et puis l'essentiel, ce sont des facteurs extrinsèques. Et le principal, ça reste encore aujourd'hui le tabagisme. On voit bien avec la montée en flèche des cancers du poumon chez la femme. Après, il y a le surpoids et l'obésité, c'est sûr, c'est le facteur qui vient derrière. Les facteurs génétiques, il faut comprendre que ce qu'on comprend en général par facteur génétique, c'est les grandes prédispositions. Alors, au risque de cancer, vous voyez, risque élevé de cancer, mais en fait qui sont des prédispositions peu fréquentes. Vous savez, il y a des familles comme ça qui ont des prédispositions à cancer. La plus connue, c'est les mutations de BRCA1 chez les femmes qui prédisposent au cancer du sein. Il y a des familles qui ont des mutations de BRCA1. Angelina Jolie en est l'exemple emblématique, hein, et on va y revenir. Et ça, le risque est élevé de développer un cancer du sein et de l'ovaire quand on a ce genre de mutation. Mais en fait, ces mutations sont relativement rares. En fait, il y a toute une série d'événements génétiques très fréquents qui ont un pouvoir de prédisposition beaucoup moindre, c'est-à-dire qui augmentent simplement le risque d'un facteur 1,5, 2, mais quand même. Voilà. Peut-être que quand vous avez un clone, si vous avez cette prédisposition, il aura tendance à grossir plus vite que... Donc voilà, ça c'est une voie de recherche actuelle. C'est-à-dire, où sont les prédispositions faibles sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour guider le dépistage et les premières mesures pour prévenir les cancers. Donc il y a un vrai sujet là. Et puis, il y a les programmes de prévention personnalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une politique, on a la chance d'ailleurs d'avoir en France une politique publique de dépistage. Vous avez la possibilité, entre 50 et 74 ans, de faire tous les 2 ans une mammographie pour les femmes, et surtout le dépistage très simple du cancer colorectal. Je dis ça parce qu'on pousse dessus en ce moment pour essayer de le faire se développer. Puis vous avez le dépistage du col utérin. Tout ça, c'est structuré, organisé, c'est une politique publique, c'est gratuit, c'est accessible à tous, pas assez utilisé, mais c'est quand même là. Très bien. Maintenant, le problème, c'est justement que ce n'est pas assez utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et donc, la recherche, elle s'oriente vers une prévention et un dépistage personnalisé, qui serait adapté à chaque personne, qui serait adapté à son histoire propre, familiale. Il y a eu combien de cas de cancer dans la famille? Des cancers de quoi? Qu'est-ce que vous savez de votre génétique familiale? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Comment vous vivez? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous fumez? Qu'est-ce que vous... etc. Voilà. Où vous habitez? Voilà. Et puis, on ajoute là-dessus un prélèvement de salive et on fait des tests génétiques sur la salive pour voir s'il y a un risque plus élevé ou pas. Et avec ça, par exemple, le programme MyPeps, là, qui est un programme lancé par Suzette Delaloge, qui est un médecin de Gustave Roussy, qui a monté ça au niveau européen. Elle a pris toutes les femmes qui voulaient bien, à partir de 50 ans, et la moitié, elle a fait le dépistage tous les 2 ans sans se poser de questions, et l'autre moitié, elle a fait le test génétique, elle a exploré la famille, etc. Et elle a dit, ben, vous, ça sera tous les 4 ans, vous, ça sera tous les ans, vous, etc. Personnalisé. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Peut-être que ce sera d'abord encore plus efficace, c'est déjà très efficace, mais ça sera peut-être encore plus efficace. Et deuxièmement, peut-être qu'on aura plus de gens qui le feront, parce qu'à partir du moment où on s'adresse personnellement aux gens, on dit « vous, votre risque, il est là, il n'est pas là », on prend procès. Alors on n'y est pas, hein. Je vous parle de recherche sur le cancer, donc voilà les pistes sur lesquelles on travaille. Aller vers une prévention à la carte. Ça va demander aussi d'organiser une consultation de généralistes dédiée à chaque personne qui a le temps de le faire pour évaluer les risques, etc. Ça pose des tas de problèmes d'organisation, mais voilà, c'est une voie. Tout ça pour aboutir au concept d'interception du cancer. Donc l'idée d'interception, c'est cette femme qui a eu un prix Nobel de médecine en 2009, je crois, et qui en 2011 a proposé ce concept d'interception. En cancérologie, le concept d'interception, c'est il faut se débarrasser du cancer avant même qu'on sache qu'il est là, d'une certaine manière. Mais, alors évidemment, à ce stade, ça restait relativement conceptuel, mais ceci dit, ça a donné plein d'idées de développement, et donc maintenant, vous avez en France, dans les centres de lutte contre le cancer, un programme d'interception qui est en train de se développer, qui, si vous vous estimez à risque de ceci ou de cela, vous vous inscrivez dans le programme d'interception, et on va vous suivre avec un rythme qui sera adapté à votre risque propre. Alors, intercepter, pour faire comprendre ce que c'est, on peut regarder ce qui s'est passé avec Angelina Jolie, par exemple. Angelina Jolie, elle est d'une famille où il y a des mutations de BRCA1 qui prédisposent au cancer du sein, de l'ovaire et à d'autres cancers. Et donc, sachant ça, elle a fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a été radicale, elle s'est fait enlever les 2 seins pour ne pas pouvoir développer. Ce qui est proposé, hein. C'est une manière d'intercepter. Elle ne fera pas de cancer du sein parce qu'elle développe. Donc,
Quand on est face à une situation comme ça, on peut mettre en place une surveillance très rapprochée, faire un dépistage précoce et mettre les mammographies très jeunes, etc., surveiller les ovaires aussi avec de l'imagerie, mais on peut peut-être être actif. Et donc, il y a toute une voie de recherche qui est comment on pourrait mettre en place une prévention active chez les gens qui ont un risque élevé pour telle et telle raison, et comment on pourrait s'adapter à ça. Donc ça, c'est une voie. L'illustration, c'est, donc là, en l'occurrence, on a enlevé les seins, on pourrait éventuellement enlever les ovaires, chez certaines femmes, elles font ça, hein, elles font enlever les deux seins, les ovaires, parce que c'est le risque, il est sur l'ovaire et le sein. Prendre des traitements anti-hormonaux, voire même faire des cures de médicaments autres qui pourraient éliminer des tumeurs, alors même que vous ne les voyez pas. Bon. Alors, il faut que ce soit des médicaments quand même bien tolérés, etc. Enfin bon, ça pose beaucoup de questions, mais voilà, on y travaille. Donc améliorer l'interception des cancers, on peut travailler sur la prédisposition génétique en personnalisant la surveillance, en mettant des programmes d'interception. On peut vacciner, ça c'est un très bon système d'interception du risque de cancer, vacciner les enfants contre l'HPV avant même qu'ils aient les premiers risques d'exposition sexuelle dans les années qui suivent, vous pouvez leur sauver la vie, quoi. Traitement anti-infectieux de certains cancers, jouer sur le microbiote, et puis aussi beaucoup travailler sur les étapes pré-néoplasiques, les premières étapes. Vous savez bien que le cancer colorectal, quand c'est métastatique, c'est très compliqué à traiter, mais quand vous avez un petit adénome, un polype dans le côlon qu'on enlève au cours d'une coloscopie, on vous épargne un cancer futur, quoi. Donc voilà, il y a des moyens d'intercepter très facilement. Le polype dans le côlon, c'est typiquement une lésion précancéreuse. Et si on la détecte suffisamment tôt, parce qu'on a un peu de sang dans les selles, tant qu'on fait une coloscopie, on voit un polype, on l'enlève, on a enlevé une lésion qui allait devenir cancéreuse quelques années plus tard. Ça, c'est de l'interception. Voilà. Alors, voilà, un autre sujet qui émerge en recherche sur le cancer, je vous ai dit, on va vers dépistage, prévention, ça c'est sûr que ça va exploser, je vous dirai encore pourquoi dans un petit instant, mais il y a un autre aspect qui est maintenant, on guérit 60% des gens qui ont un cancer. On espère arriver dans les 75-80% en 2040. OK, mais comment on vit après? Comment on vit une fois qu'on a eu un cancer? Et donc, c'est devenu en soi un sujet de recherche, c'est-à-dire la qualité de vie des gens après avoir été traités. Parce que si c'est pour rester fatigué ou avec des effets secondaires des médicaments, ça ne va pas. Donc tout ça crée une nouvelle ère de recherche en cancérologie, qui est la recherche sur la désescalade thérapeutique. Est-ce qu'on peut avoir le même résultat avec moins? Est-ce qu'on peut choisir plutôt un médicament qu'un autre parce qu'à long terme, celui-là donne plus d'effets que celui-là, etc. Et tout ça, c'est un sujet qui est sur la table. Et vous voyez, c'était une tribune dans Le Monde cette semaine qui posait cette question de la qualité de vie après le cancer. Comment on gère ça? Voilà, donc un nouveau champ de recherche, c'est la vie après le cancer, prévenir les effets de la maladie et de son traitement sur la qualité de vie, et éventuellement, un des effets des traitements anticancéreux, qu'on commence à bien détecter maintenant qu'on mesure mieux les effets du vieillissement, c'est que ça fait vieillir un peu en accéléré. C'est-à-dire les traitements lourds des cancers ont tendance à générer des signes de vieillissement. Plus de fatigue, plus de troubles de mémoire, plus de choses comme ça. Et maintenant, la biologie du vieillissement, elle aussi, elle progresse très très vite en ce moment. Il y a eu d'énormes progrès dans qu'est-ce que c'est que vieillir et comment on pourrait prévenir les effets du vieillissement. On commence même à avoir des essais thérapeutiques, en particulier du côté américain, pour prévenir les effets du vieillissement en prenant des médicaments de réjuvénation en quelque sorte. Ça y est, on y est. Vieillir, c'est très lié au métabolisme de l'insuline, au sucre. Et donc en jouant avec de la metformine, qui est un antibiotique par exemple, il y a des gens qui prennent de la metformine tous les jours en pensant que peut-être ça va ralentir les effets du vieillissement sur leurs tissus. On en est là. Donc on commence à avoir des traitements de prévention des effets du vieillissement. Eh bien, jouer sur si ça marche, ça veut dire aussi que les gens qui auront eu un cancer, on pourra utiliser ensuite ces approches pour limiter les effets secondaires des traitements à long terme. Ça fait partie des voies de recherche. Voilà, donc on en est là. Vous voyez, aujourd'hui, on a chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, médicaments ciblés, immunothérapie. OK. À chaque fois, je vous ai dit, c'est le microscope, la découverte des rayons, la chimie de synthèse, la génétique qui font avancer. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Qu'est-ce qui va nous faire avancer? Le pari de l'Europe qui a créé son plan cancer européen, qui a créé une mission dédiée à la recherche sur le cancer. Le pari, c'est que c'est l'analyse des données massives qui va déclencher la prochaine grande avancée en cancérologie. Parce que
ce qui a changé aussi beaucoup dans les 20 dernières années, c'est qu'avant, quand vous avez un cancer, vous allez voir votre médecin, on vous fait une prise de sang, on vous sort la numération, éventuellement un ionogramme sanguin, bilan hépatique, etc. Vous vous retrouvez avec 20 ou 30 chiffres. OK, c'est facile d'analyser 20-30 chiffres, de chercher les chiffres anormaux, ce qu'on fait couramment quand on est médecin. Mais aujourd'hui, quand vous avez un cancer, votre tumeur, elle part aussi au séquençage. Éventuellement, on développe maintenant des analyses protéomiques, des analyses lipidomiques, etc. Et vous vous retrouvez, non pas avec 30 chiffres, mais avec des milliards de chiffres. Des milliards de chiffres. Donc des quantités de données qui n'ont plus rien à voir. Pour chaque malade, on génère maintenant des quantités de données qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ces données? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Et est-ce qu'avec les outils de l'intelligence artificielle, on va pouvoir analyser ces données beaucoup plus facilement et générer quelque chose d'intéressant? Et donc c'est déjà utilisé en fait. C'est déjà beaucoup utilisé, l'intelligence artificielle en médecine. C'est utilisé en analyse d'images, en imagerie. Par exemple, aujourd'hui, quand une femme va faire une mammographie dans le cadre du dépistage qu'on évoquait tout à l'heure, la mammographie, réglementairement, elle est lue par 2 radiologues, mais 2 radiologues qui s'aident de l'intelligence artificielle pour lire les images. Parce que maintenant, il y a des algorithmes qui passent avec eux et qui leur disent « hop, 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 là, regardez bien ». Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer les radiologues, hein, contrairement aux fantasmes qui sont. Ça veut dire qu'on va aider les radiologues. De même, on aide les anatomopathologistes. Vous faites une biopsie de la tumeur, allez regarder au microscope, et l'intelligence artificielle aide l'anatomopathologiste à faire son analyse. Et puis, elle va aider les chirurgiens. La chirurgie robotisée, elle est d'ores et déjà parfois guidée par des outils d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est déjà dans l'amélioration, si je puis dire, des moyens actuels. Mais la suite est peut-être encore plus fascinante. Ça, c'est un article qui est sorti en 2023, en mars 2023. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des Danois qui ont pris le système de santé danois. Donc, ils ont utilisé des méthodes d'intelligence artificielle qu'ils ont appliquées aux données cliniques de l'assurance maladie danoise. C'est super organisé, le Danemark, il y a 6 millions d'habitants, toutes les données sont enregistrées dans la même base, les données de consultation, le rythme des consultations, les ordonnances prescrites par les médecins, etc. Ils ont pris ça simplement, hein, rien d'autre. Le rythme des consultations, les ordonnances. Ils ont généré un algorithme qui était prédictif du risque de cancer du pancréas. Voilà, sur les 6 millions d'habitants, ils ont généré cet algorithme. Ils ont dit, OK, bon, on va aller vérifier cet algorithme. Ils ont traversé l'Atlantique, ils sont allés chez les vétérans, le système de santé des vétérans américains, qui est très organisé aussi. Ils ont pris la base de données, ils ont testé, plaf, ça marche. Avec des données aussi simples que ça, mais massives, 6 millions de personnes, vous analysez les données de santé, vous sortez un algorithme qui prédit le risque de cancer du pancréas. Ce qui veut dire que ce cancer qui est si difficile à diagnostiquer, si vous savez qu'on vous a mis le doigt sur un risque, vous allez mettre en place une surveillance qui sera différente et vous allez dépister beaucoup plus tôt. Et là, on va progresser en termes thérapeutiques. Donc l'enjeu maintenant, c'est comment on va faire circuler les données de recherche sur le cancer en Europe. Parce qu'en Europe, on s'est tiré un peu une balle dans le pied. Alors, pour ce sujet-là, avec le RGPD. Parce que le RGPD, pour faire circuler des données personnalisées d'un pays à l'autre, c'est coton. Puis voilà. Donc l'Europe s'est dit, mince, on est mal barré avec cette histoire. Donc ils ont quand même un plan pour essayer de partager les données. Et donc ils vont faire un Health Data Space, un espace de santé européen. Ce qui est un truc qui a été voté l'année dernière par le Parlement européen. Et donc il va y avoir un système qui va permettre de partager les données de santé. Plus que ça, en cancérologie, ce qui se prépare, c'est que chacun aura sur son téléphone une application. Et dans cette application, il y aura 4 cases. Vous avez un cancer, donc vous avez sur la case 1, vous avez toutes les informations que vous voulez savoir sur ce cancer. Vous voulez chercher de l'information générale, mais c'est ciblé sur la tumeur qui est la vôtre. La case 2, vous avez tous vos résultats à vous. Voilà, qu'est-ce que vous avez comme information? La case 3, vous pouvez vous mettre des remarques en disant moi je ressens ça, voilà comment ça se passe, vous donner de l'information. Et la case 4, c'est la case opt-out, c'est-à-dire que vous êtes d'accord pour partager vos données de santé, vous n'y touchez pas. Vous ne voulez pas qu'on touche à vos données de santé, vous faites opt-out et elles ne circulent plus. Donc voilà, ce genre d'outil va se développer. Et puis, il faut arriver à mettre ensemble, mais ça paraît simple à dire, mais c'est une immense complexité à faire, à partager à partir de tous les centres de recherche sur le cancer, des laboratoires de recherche, des infrastructures européennes, des registres, etc. Mettre tout ça en réseau, dans un système. Donc l'idée
qui se prépare, c'est d'avoir alors vous mettez tout dedans, hein, des images de patients, des données cliniques, des données de mode de vie, d'exposition toxique, etc. Mais aussi des données, des modèles conservés aux chercheurs, des données de modèles animaux, etc. Vous mettez tout ça ensemble pour essayer d'avoir des outils d'analyse en open access pour que tout le monde puisse y accéder, tous les chercheurs puissent y accéder s'ils le souhaitent. Alors pour faire ça, c'est un peu compliqué, et donc le schéma vers lequel on se dirige en Europe, c'est ce schéma qui a été proposé pour le programme Understand Cancer, UNCAN, qui est que donc, dans chaque pays, il y aura un nœud national qui, lui, va mettre en réseau toutes les données du pays, générées par tous les types de centres. Donc en fait, vous êtes malade, on analyse votre tumeur, ça génère plein de données. Elles sont stockées là où elles ont été générées, dans l'hôpital qui vous a pris en charge. Ce n'est pas la peine de les faire circuler, ces données-là. Vous les stockez là, vous organisez le stockage, et puis vous envoyez juste quelques informations. Moi, j'ai des données pour une tumeur de tel type, etc. Et puis, il y a un nœud national qui collecte ces données, qui les partage au niveau du nœud européen. Et quand un chercheur a besoin de données, on remonte chercher toutes les données qui l'intéressent dans le système. Et on les fait recirculer pour pouvoir faire des analyses. Voilà ce qui se profile. À mon avis, il faut encore 10 ans pour que ça soit réellement complètement opérationnel, mais c'est quand même ça le schéma qui est en tête. Et techniquement, ça devient possible. Politiquement, ça s'ouvre. Reste à mettre en place toute l'infrastructure nécessaire. Et ces données-là, ça va servir à plein de choses. Par exemple, à réduire les inégalités entre les différents pays à l'intérieur même de l'Europe. On est dans la même structure, mais en fait, si vous regardez l'incidence des cancers, à gauche, plus c'est foncé, plus il y a de cancers. Vous voyez que la France, c'est un pays où il y en a pas mal. Et la mortalité, plus c'est rouge, plus il y a de cancers. Vous voyez que la mortalité, elle est extrêmement forte à l'est de l'Europe, où la prise en charge est beaucoup moins bonne qu'à l'ouest de l'Europe. Eh bien, si vous créez un système européen, c'est important parce qu'aujourd'hui, qui est capable de partager des données de recherche sur le cancer? Les pays riches, donc 3, 4, 5 pays en Europe partagent leurs données, mais il faut absolument qu'on arrive à capter les données de cancer aussi des pays de l'Est, de tous les pays européens, pour réduire les inégalités à l'intérieur du continent européen. C'est un des enjeux du plan européen. Voilà, et pour ça, donc, il faut créer ce réseau de recherche, faire travailler les chercheurs pour générer des données, puis apprendre à les partager, ça va demander du temps, impliquer les patients, impliquer les citoyens, parce que si jamais on commence à jouer avec les données et que les patients et les citoyens ne sont pas d'accord avec la méthode, alors ça va être au clash à tous les coups. Les Anglais d'ailleurs se sont cassés le nez là-dessus, qui sont partis avec leurs propres idées, puis ils n'ont pas demandé l'avis des citoyens, puis à un moment donné, il y a eu une levée de bouclier et toc, le système est retombé. Donc il faut absolument impliquer, il faut que les citoyens soient impliqués dans la création de ces réseaux, d'une certaine manière, et puis ça va permettre de réduire les inégalités entre pays européens. Voilà, donc j'ai terminé. Voilà un peu mes conclusions. Ce que je vous ai montré, c'est que, 1, le cancer, c'est une maladie qui est intrinsèque à l'espèce humaine. Il y a toujours eu des cancers depuis le départ. Et l'incidence continue à augmenter, mais enfin, on voit les courbes de guérison s'améliorer. C'est le premier point. Longtemps, ce cancer, ça a été considéré comme une rétention d'humeur. Vous vous souvenez, Hippocrate, pendant très longtemps, on a tourné. Mais non, c'est une maladie cellulaire, complexe, et pas seulement cellulaire, mais une maladie d'une cellule dans un environnement particulier qui favorise le cancer. Au rythme d'une découverte de rupture tous les 50 ans, nous avons maintenant 5 grandes méthodes de traitement. La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapeutiques ciblées, l'immunothérapie. On espère qu'il y aura quelque chose d'autre derrière. Il y a énormément d'enjeux encore sur la table, énormément. Prévenir et dépister, il faut absolument basculer d'une recherche centrée sur la thérapeutique vers une recherche centrée sur la prévention, le dépistage. Personnaliser la prévention et le dépistage. Combiner les approches thérapeutiques pour traiter les tumeurs installées et prendre en charge la vie après le traitement du cancer et l'obtention d'une guérison. Et on espère que c'est l'intelligence artificielle qui va nous aider à progresser dans tous ces domaines et générer la prochaine avancée de rupture. Et pour ça, il faudra faire circuler les données. On s'y attelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des situations où le cancer peut être contagieux chez l'homme? Est-ce qu'il peut être aussi transmis entre une autre espèce et l'homme? Sachant que, par exemple, il y a un cas chez l'animal de contagion de cancer, c'est le diable de Tasmanie. Oui, alors chez l'homme, on n'a pas cette notion. Il y a des pathogènes
Alors les pathogènes eux-mêmes peuvent être transmissibles, mais ils ne déclenchent pas systématiquement des cancers. Donc la contagion, elle est au niveau des pathogènes, mais il n'y a pas de notion connue de cancer contagieux chez l'homme. Est-ce que les médicaments qui sont mis en place ont les mêmes effets pour les hommes comme pour les femmes? Parce que tout à l'heure, pour la montée en puissance des cancers de poumon pour les femmes, est-ce que du coup, ce qu'on arrive à trouver, ce qu'on met en place, est-ce que c'est mieux dimensionné pour les hommes que pour les femmes, ou est-ce que c'est pareil, c'est équivalent? Ouais, c'est une très bonne question. Je crois que le problème est peut-être pas tant les hommes et les femmes en réalité, parce que je crois que dans ce domaine, les choses sont assez bien prises en compte. C'est plutôt l'âge qui pose problème. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, les essais cliniques, les industriels qui développent des essais cliniques, ils imposent une limite d'âge pour entrer les patients dans les essais cliniques, qui généralement est de l'ordre de 75 ans. Ce qui veut dire que toute une frange des cancers, et ce sont nombreux, qui apparaissent après 75 ans, on n'a jamais d'essai pour savoir comment les traiter. Or, c'est des cancers complexes, dans un climat de comorbidité, etc. C'est pour ça qu'il y a vraiment une des questions clés qui est très peu abordée aujourd'hui, c'est le lien vieillissement, prise en charge des cancers, vieillissement et cancer tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Le sujet, il s'applique dans l'autre sens. Pour les enfants, la question, c'est de donner accès aux enfants aux nouvelles découvertes thérapeutiques. Là encore, les industriels de la pharmacie n'aiment pas faire des essais chez les enfants, parce que c'est quand même très sensible, n'aiment pas introduire leurs médicaments chez les enfants. En plus, les enfants ont une multitude de cancers rares, parce qu'ils sont peu nombreux, donc c'est difficile de monter des essais cliniques dans des cancers rares, parce qu'il faut, pour avoir suffisamment de cas, il faut souvent travailler au-delà de l'échelle d'un seul pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une des questions, c'est pour les plus jeunes d'avoir accès aux médicaments les plus modernes, parce qu'ils ne sont pas autorisés, tout simplement. Oui, une question sur les traitements qui seraient à base de reprogrammation cellulaire. Enfin, on sait éditer le génome de manière relativement précise, si j'ai bien compris. Est-ce que ça peut se transformer en traitement pour aller cibler les cellules spécifiquement? Oui, c'est un excellent sujet. Effectivement, il y a tout un travail sur la reprogrammation cellulaire. D'ailleurs, d'une certaine manière, la transformation d'une cellule en cellule cancéreuse, il y a une forme de reprogrammation importante. Alors, un certain nombre de gens ont essayé de transformer ça en solution thérapeutique. Alors, il y a eu une première phase dans laquelle on a utilisé des traitements inducteurs de différenciation, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui sont bloquées par la transformation cancéreuse dans leur maturation, en quelque sorte, qui sont plutôt du côté souche et qui ne sont pas encore devenues des cellules différenciées. Et donc, l'idée, c'était on les pousse à la différenciation et une cellule différenciée, au bout d'un certain temps, ça meurt. Donc on va éliminer comme ça les cellules tumorales simplement en les faisant différencier. Ça a été une première voie. Et ça contribue à traiter certaines maladies, en particulier des leucémies. Ça ne suffit pas en général. Ça y contribue, mais ça ne suffit pas. Mais c'est un outil. La reprogrammation qui serait de les faire revenir plus immatures et puis peut-être de les faire redifférencier en autre chose, ça... C'est un travail beaucoup plus expérimental. On sait le faire maintenant, de reprogrammer en cellules souches embryonnaires. On peut reprogrammer des cellules matures en cellules souches embryonnaires. Ce n'est pas encore utilisé en thérapeutique anticancéreuse. Ça va peut-être être utilisé paradoxalement comme un soutien au traitement des cancers. Par exemple, on pourrait imaginer de prendre des cellules, de reprogrammer en cellules souches pour les faire fabriquer des cellules sanguines en quantité pour éviter d'avoir prélevé du sang et générer des globules rouges et des plaquettes au laboratoire en quelque sorte, qui pourraient servir à des transfusions par la suite. Donc là, il y a un travail de recherche à partir de cette reprogrammation de cellules pour les faire produire ce qu'on veut, en quelque sorte, au laboratoire et s'en servir pour traiter des malades. Mais en traitement direct, non, pour l'instant, non. C'est pas encore ça. Oui, s'il vous plaît, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des recherches sur ce qu'on appelle les métastases, c'est-à-dire un cancer qui s'en va dans un autre endroit et puis qui va se développer et ainsi de suite? Est-ce qu'il y a ça aussi? Ah oui, énormément de travail sur ce sujet qui rejoint un petit peu d'une certaine façon la question qui a été posée. En fait, ce qu'on a appris, il y a énormément de travaux sur les métastases, parce qu'évidemment, pendant longtemps, ça a été la frontière de la guérison. On disait, c'est un cancer, à partir du moment où il a métastasé, on n'y arrivera plus. Bon, c'est plus vrai, mais
quand même, ça reste un sujet très sérieux, c'est un facteur de gravité important. En fait, on sait maintenant que la tumeur, quand elle se développe dans un organe, en quelque sorte, elle envoie des signaux dans d'autres organes pour préparer le terrain pour éventuellement envoyer une cellule un jour qui va migrer. Pour qu'une cellule migre, il faut donc qu'elle quitte la tumeur, qu'elle change d'environnement, il faut donc qu'elle résiste à ce changement, parce qu'une cellule, quand elle change d'environnement, elle meurt. Là, elle passe dans le sang, elle survit à ça, puis elle va s'installer dans un tissu et elle refait une tumeur. Et pour ça, elle se reprogramme certainement toute seule. Voilà, c'est pour ça que ça rejoint le concept de reprogrammation, parce qu'elle change de nature, elle acquiert des propriétés qui lui permettent de résister au passage dans les vaisseaux et qui lui permettent de s'installer dans un autre tissu. Donc là, il y a énormément de travail sur cette reprogrammation. Dans notre jargon, c'est épithélio-mésenchymateux, donc c'est tout un truc compliqué, mais les mécanismes commencent à être vraiment bien compris. Il y a des approches thérapeutiques pour essayer de bloquer cette transition qui permettrait de faire des métastases. Donc oui, c'est un sujet extrêmement actif. Et il y a beaucoup de travaux aussi pour essayer de travailler sur les défenses dans les tissus pour éviter que les métastases s'installent. Donc vous voyez, il y a plein d'approches possibles. C'est d'autant plus important que quand on a parlé de l'hétérogénéité tout à l'heure des tumeurs, vous voyez, la tumeur primitive, elle est déjà hétérogène, c'est une des cellules qui se détache, qui est capable d'aller migrer et qui va refaire une deuxième tumeur qui sera différente de la première en termes d'hétérogénéité. C'est encore des cellules différentes. C'est pour ça que plus il y en a et plus c'est complexe d'éliminer, parce que vous avez plein de cellules un peu différentes et donc il y en aura forcément là-dedans qui vont résister à vos traitements. C'est ce qui fait la complexité du traitement des métastases. Même si on progresse beaucoup là-dedans, il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver les solutions thérapeutiques idéales. Alors, j'ai une personne de ma famille qui a eu un cancer du sein et qui a suivi une hormonothérapie après. Il ne me semble pas que vous en ayez parlé. Alors, pouvez-vous dire pourquoi? Est-ce que ça a été abandonné ou est-ce que c'est... Non, pas du tout. J'en ai pas parlé par souci de pas vous embarquer dans quelque chose qui est assez spécifique des tumeurs hormonodépendantes. D'une certaine manière, on pourrait le classer dans les thérapeutiques ciblées, parce que qu'est-ce que c'est le principe des hormonothérapies? C'est que vous allez bloquer des récepteurs hormonaux pour empêcher les hormones de favoriser la croissance de cellules malades. Donc, voilà, ces traitements sont encore utilisés quotidiennement et rendent énormément de services, en général en complément des autres thérapeutiques, pour maintenir la réponse. Et donc on les maintient un certain temps après le traitement standard d'un cancer, utilisant chimiothérapie, radiothérapie. Derrière, on met une hormonothérapie pendant quelques années pour bloquer les choses. C'est très utilisé donc, dans les cancers hormonodépendants, donc le sein, la prostate. Vous avez beaucoup parlé de facteurs extrinsèques, notamment le tabagisme. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des facteurs intrinsèques, notamment un cancer qui peut se développer, je crois que c'est à partir entre 50 et 55 ans, c'est un cancer du poumon non à petites cellules avec un marqueur du gène ALK. Et en fait, c'est des personnes généralement qui n'ont jamais fumé de leur vie, mais qui se développent. Est-ce que ça fait partie du même principe, du même schéma en fait, de cellules dès la naissance jusqu'à l'enfance, de cellules mutées, mais en fait qui sont, j'ai envie de dire entre guillemets, inoffensifs et qui se révèlent? Est-ce que le gène ALK, le marqueur ALK du cancer du poumon non à petites cellules en fait partie? Pour ALK spécifiquement, je ne suis pas capable de vous répondre. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, effectivement, d'abord, il y a des cancers du poumon des non-fumeurs, qui sont une catégorie bien particulière, donc, pour lesquels on peut suspecter d'autres facteurs d'exposition involontaire, d'environnement, etc. C'est une toute petite fraction, cette exposition, mais on sait quand même que les particules toxiques de notre environnement, ce qu'il y a dans les villes, les microparticules des gasoils, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Vous respirez ça crée de l'inflammation sur la muqueuse pulmonaire, et donc ça crée, c'est un peu comme tout à l'heure le poulet avec le virus de Rousse, vous créez de l'inflammation quelque part, pop, ça aide à faire émerger. Alors, attention, le tabac est beaucoup plus responsable de cancer que la pollution des gasoils même, qui représente peut-être 0,5% aujourd'hui de ces cancers. Mais ça existe. Est-ce que ça peut être un autre facteur encore qui a déclenché l'inflammation provoquant l'émergence de la tumeur?
voilà, en fonction des histoires particulières, il peut y avoir beaucoup de facteurs. Mais clairement, oui, on peut développer un cancer du poumon sans avoir jamais fumé. Et c'est une entité en soi. En France, les tests ADN aux particuliers dans un cadre non médical sont interdits. Et en fait, est-ce que c'est pas un frein à la lutte contre le cancer dans le fait que ça pourrait permettre d'augmenter la prévention et pourquoi pas aussi de partager plus de données au niveau de la recherche et des bases de données européennes, par exemple? C'est un sujet très compliqué que vous abordez. D'abord, pour que le sujet pour que le test ADN en quelque sorte soit en vente libre, il faut que derrière son analyse soit hyper solide. La deuxième chose, c'est que quand on vous annonce une prédisposition génétique, c'est pas facile à gérer. Et on en connaît de plus en plus. L'exemple, c'est un des patrons de Google qui a dit tiens, je vais me faire un test ADN, c'est génial, on va monter ça sur Google, Google va vendre des tests ADN, c'est une très bonne piste, etc. Puis il se l'est fait pour lui et il s'est trouvé des gènes de prédisposition à la maladie de Parkinson. Il avait 30 ans et il savait qu'avec ça, il avait des chances de faire une maladie de Parkinson. On accuse le coup sur un truc comme ça. Voilà, c'est pas une annonce anodine. Puis il savait qu'il avait peut-être transmis ça à ses enfants, ce qui est quelquefois même encore plus mal vécu. Donc la génétique, c'est pas facile de jongler avec ça. Et l'annonce aujourd'hui en France, l'annonce d'une prédisposition génétique, ça relève de médecins dédiés à la génétique, qui savent le faire, qui sont sûrs de ce qu'ils vont dire. C'est vérifié, survérifié, etc. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas annoncer quelque chose sans passer, et ils vont l'annoncer dans un contexte particulier de demande. Je pense que les gens qui vont faire des tests d'ADN comme ça, ils ne mesurent pas ce à quoi ils s'exposent, qui est comment je fais face aux résultats. Inversement, il y a aussi le risque qu'on vous fait le test ADN et on ne vous prévient pas qu'il y a le test. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez réattaquer 20 ans après la personne qui vous a fait le test parce qu'elle ne vous a pas prévenu que vous alliez développer telle maladie. Vous voyez, quand on commence à toucher à ça, à la prédisposition génétique, on s'embarque dans des tas de choses difficiles. Et d'abord et avant tout, difficiles à gérer psychologiquement pour qui que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exposé. Hein. Quelquefois, d'abord, on tombe par hasard dessus, etc. Mais il faut le manipuler avec d'infinies précautions. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit en France. C'est sûr que les Américains ont une vision plus brutale des choses, en disant oui, tu as une prédisposition, c'est comme ça. Bon, ok, on peut. Le choix a été fait en France de ne pas exposer les citoyens français à la nouvelle d'une prédisposition génétique de façon un peu rapide et arbitraire. Bon, on peut l'expliquer comme ça. Est-ce que ça ferait progresser je pense que même quand on va faire des tests de génétique pour guider un dépistage personnalisé, par exemple, ce que j'évoquais tout à l'heure avec le test salivaire, etc., on va chercher quelque chose de très particulier dont on sait que ça prédispose à ce qu'on cherche. Voilà. Ce qu'on veut, c'est mettre en place un dépistage personnalisé du cancer du sein. On va regarder quelque chose qui prédispose au cancer du sein. Et si on le trouve, là, on va se mettre... Parce qu'on a des mesures derrière à proposer. Ce qui est difficile dans la prédisposition génétique, c'est quand on n'a rien à faire derrière. C'est-à-dire, ok, vous allez avoir une maladie neurologique grave à 50 ans, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Merci, merci M. Solari pour votre présentation. J'ai 3 petites questions, vous répondez à celles que vous voulez. La première, est-ce qu'on peut faire plusieurs cancers en même temps ? Et si oui, comment ça se traite? La deuxième, imaginons quand on aura réussi à réduire significativement les cancers, de quoi mourront les êtres humains et à quel âge? Et la troisième, j'ai entendu récemment dire que les glioblastomes auraient augmenté de 230% en 20 ans chez les 15-39 ans, donc j'étais assez étonné. Et donc si c'est vrai, comment est-ce que ça s'explique? Je vais commencer par la dernière. Il y a un certain nombre de cancers dont la fréquence augmente chez les adultes jeunes et aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Ça a été un sujet de ces dernières semaines d'actualité, mais on le sait depuis maintenant quelques années. On voit bien
que l'exemple typique, c'est le pancréas, mais c'est vrai aussi pour certaines tumeurs cérébrales, c'est vrai pour beaucoup de cancers de la sphère digestive. C'est vrai aussi pour les cancers du sein, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, mais il y a de plus en plus de femmes jeunes qui développent des cancers du sein, de plus en plus d'hommes et de femmes jeunes qui développent des cancers de la sphère digestive. Et on n'a pas le début d'une piste. Alors, on peut penser que tout ça, là, pour le coup, c'est probablement lié à notre mode de vie. Quelque part, il y a quelque chose qui joue là-dessus. Alors, il y a des liens qui sont faits avec l'obésité, on a évoqué tout à l'heure, les aliments ultra transformés, cette nourriture très transformée qu'on consomme régulièrement. Mais bon, c'est des pistes, mais c'est pas solide. Peut-être que là, les outils de l'IA vont nous faire progresser significativement, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on pense aux facteurs auxquels on est exposé, on va prendre, je vais prendre un truc très connu, le glyphosate, ou on pourrait prendre le chlordécone pour la prostate dans les Antilles. Un facteur, un truc. Alors on fait des études comme ça, on dit oui, il y a un risque, peut-être, peut-être pas, etc. Mais en fait, on est exposé en même temps à 100, 1000 trucs différents. Et en gros, si on a des bases de données avec les produits auxquels on s'expose en fonction de notre façon de vivre, là peut-être on va pouvoir détecter des signaux, parce que probablement tout ça c'est multifactoriel. C'est 10 facteurs à la fois avec des interactions qui font qu'il y a un risque, il n'y a pas de risque. Donc voilà, c'est des pistes de travail. Mais aujourd'hui, donner une explication solide au fait que certains cancers viennent de plus en plus tôt, on ne l'a pas. Personne ne l'a. De quoi on va mourir d'abord quand on aura réussi à guérir tous les cancers je pense qu'il y a d'autres maladies du vieillissement, malheureusement d'ailleurs. Mais votre question là encore, elle est extrêmement pertinente. Effectivement, on pourrait dire, après tout, oui, c'est une maladie associée au vieillissement, c'est normal, etc. Donc, en fait, on va mourir des effets du vieillissement sur d'autres tissus, parce qu'en réalité, c'est un des effets du vieillissement. Qu'est-ce que c'est ? Le cancer, dans beaucoup de cas, c'est quand même vraiment une maladie chronique associée à l'âge. Au même titre que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies métaboliques, etc. Et les troubles cognitifs. Voilà, très souvent, en hématologie, je vois un certain nombre de maladies chroniques associées au vieillissement qui n'existent pas chez les jeunes, qui n'apparaissent vraiment qu'à partir d'un certain âge. On peut considérer que c'est juste, quand on regarde, c'est juste le tissu sanguin qui a vieilli un peu plus vite que le reste du bonhomme. Mais chez ceux qui ont des troubles cognitifs, c'est le cerveau qui a vieilli un peu plus vite, etc. Après, alors ça, c'est un champ de recherche en soi. Quant à votre troisième question qui était les cancers associés, est-ce qu'on peut avoir deux cancers à la fois ? Oui, ça existe, c'est pas inhabituel, ça complique la prise en charge, c'est souvent un chronique plus un truc un peu plus aigu, on part au plus pressé, on travaille sur le plus grave et on essaye de ne pas faire de dégâts sur l'autre. Voilà, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr, mais c'est possible. J'aurais 2-3 questions, notamment avec l'alimentation. Récemment, j'ai vu un reportage sur le jeûne sur Arte qui a duré plus de 3 heures. Ils prétendent dans une clinique en Allemagne soigner des débuts de cancer ou certains cancers grâce au jeûne. Je voulais avoir votre opinion. Est-ce que c'est fantaisiste, farfelu ? Ils parlent aussi de la racine de gingembre, de l'ail et tout ça, de l'alimentation transformée et des excès de sucre. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça va me permettre d'aborder quelques petites choses. Bon, d'abord, il y a une forme de charlatanisme autour du cancer qui a toujours existé. Je me souviens d'une patiente que j'ai suivie, c'était il y a longtemps. Hein. Elle est arrivée un jour avec un livre en me disant « il faut manger cru pour guérir le cancer ». Bon, évidemment, ça n'a pas guéri son cancer et elle s'est imposée des trucs horribles. Enfin bon, donc, à un moment donné, ce charlatanisme est très dérangeant, quoi. En revanche, il y a du travail, de la science. Manger cru, ça pourrait plaire à Trump, par exemple, mais voilà, c'est cette vision de la science. Mais c'est pas du tout sérieux. En revanche, le jeûne, l'alimentation pauvre en sucre, régime cétonique, etc., tout ça, ce sont des approches qui sont intéressantes, parce que probablement elles jouent sur notre système immunitaire. Mais il faut les utiliser de façon maîtrisée. C'est-à-dire que dans certains contextes, il y a toute une recherche sur est-ce que administrer tel médicament dans un contexte de telle alimentation, c'est plus efficace que d'autres. Ça m'amène à une autre notion, qui est celle du microbiote intestinal. On entend beaucoup parler du microbiote, la flore intestinale quand même.
La flore intestinale elle-même, on a dit tout à l'heure, pour qu'une tumeur se développe, il faut un environnement. Alors il y a l'environnement immédiat du tissu avec l'inflammation, mais il y a même l'environnement à long terme. Et le microbiote qui circule dans l'intestin a un impact, y compris sur la réponse à l'immunothérapie. C'est-à-dire, il y a des patients qui répondent à l'immunothérapie, d'autre part, quand on regarde leur microbiote intestinal, ils n'ont pas le même. Et quand on utilise le microbiote intestinal des patients qui répondent, qu'on injecte à des souris qui ne répondent pas, elles se mettent à répondre. Enfin, vous voyez, on peut, en modifiant les bactéries qui sont dans l'intestin, on arrive à modifier la façon dont la tumeur ensuite répond à l'immunothérapie. Alors, c'est extrêmement sophistiqué, mais ce sont des voies de recherche. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être, on va probablement arriver avec des probiotiques. Et là, ça sera guidé par des choix bien précis, avec des probiotiques bien calibrés, à modifier la flore intestinale de telle façon qu'elle renforcera l'action de médicaments qu'on utilise par ailleurs. Même chose, le jeûne maîtrisé dans une période de temps très précise ou l'alimentation cétonique, le régime cétonique, ça peut éventuellement avoir du sens, mais on n'est pas dans la routine là aujourd'hui. Hein. Tout ça, ce sont des voies de recherche très actives, très intéressantes, qui probablement aideront à mieux utiliser les médicaments actuels, mais pas encore à recommander comme ça. Et certainement pas le jeûne continu. Pas affamer la tumeur comme certains le prétendaient à une époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt.